Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de la fête du Maouloud aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, une commémoration de la naissance du prophète Mahomet. On en parle dans ce journal. Comme tous les vendredis, nous recevons Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef Eden TV et Diaspora FM, présentateur de l'émission Point 7. Et puis hors de nos frontières, le capitaine Ibrahim Traoré, tombeur du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le vendredi 30 septembre a été officiellement désigné chef de l'État du Burkina Faso. Merci pour l'attention. La communauté musulmane célèbre ce jour la fête du Maouloud, une fête qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Il faut noter que cette fête ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté musulmane, raison pour laquelle certaines mosquées sillonnées dans la ville de Cotonou n'ont pas ouvert et plusieurs fidèles n'ont pas accepté se prononcer au micro d'Eden TV. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Au plan politique, encore du soutien pour le parti UDBN, le mouvement Mojeb Gargantia qui s'était désolidarisé, j'y arrive, du parti est revenu à la maison pour soutenir cette formation politique. Suivez un extrait des propos du coordonnateur. Nous, membres du président Mojeb de Gargantia, décidons de rompre totalement et définitivement avec le parti Bloc républicain vers lequel nous a conduit personne en qui nous avions cru. Nous ne sommes pas prêts à accepter d'être sacrifiés sur l'autel de la manipulation fantaisiste et opportunisme. Nous refusons d'être traités comme des faits-valoir. Que tous ceux et celles qui profitaient de notre groupe pour se donner de l'état politique et faire croire qu'ils sont des militants se le tiennent pour dire le groupe Gargantia est sorti de ce jeu. Le groupe Gargantia affirme haut et fort que ces personnes n'avaient en réalité pas de grande comme base politique. Nous les défions de venir présenter des soi-disant vagues de militants sans nous. Nous les connaissons et ils savent que nous les connaissons. Comme l'a chanté l'artiste révolutionnaire Tiken Jah Fakoly. Allez leur dire d'enlever le nom de leur business. Tout a compris. Nous nous disons, allez dire aux vendeurs de vent et d'illusions d'enlever les noms de tous les membres de Gargantia de leur business. Les 3 jours de consultation électorale entre la Commission électorale nationale autonome et les parties prenantes se sont achevés par la rencontre avec les acteurs des médias et les organisations de la société civile. Il s'est agi de procéder à la clarification, à des clarifications sur le rôle du Conseil constitutionnel et celui de la Direction générale des élections. Compte rendu Stanislas Amoy. 3e jour de travail entre les membres de la Commission électorale nationale autonome et les acteurs qui travaillent sur le processus électoral. Pour ce clap de fin, les organisations de la société civile et les médias sont les hôtes du président Saka Lafia. Depuis lundi dernier et de façon consécutive, nous rencontrons les différentes parties prenantes à la dite élection. Est advenu ce jour, mercredi 5 octobre 2022, le tour des organisations de la société civile et des médias. Nous connaissons votre importance dans la démocratie, dans l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple, et une élection législative ayant pour occasion la désignation des représentants du peuple. Votre avis est requis sur les différentes séquences de cette consultation du peuple dont vous êtes d'éminents porte-parole. Depuis sa création en 2021, le Conseil électoral n'est pas encore bien perçu dans ses attributions dans l'opinion publique.
Certains l'assimilent à une entité différente de la Sénat, d'autres encore estiment que cette dernière n'existe plus. Dans ce méli-mélo, les médias sont les vecteurs privilégiés pour donner la bonne information, d'où leur présence dans cette salle. Alors, est-ce qu'ensemble, on peut retenir que la Sénat existe bel et bien dans notre pays? Je voudrais vous entendre. Oui, et que cette Sénat est composée de 2 organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections, et que le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. Les organisations de la société civile ont exprimé par la voix de leurs représentants des préoccupations qui ont reçu des réponses suffisantes. Le magistrat, on pense que c'est la personne quand même qui sera à égale distance des intérêts des partis politiques qui ont une majorité ou une opposition. Donc c'est les 5 qui font partie, on pense que c'est suffisamment équilibré, laissant les acteurs de la société civile juger les actes que cette équipe va poser. À cette équipe de 5, on a adjoint un directeur général des élections qui est un cadre également à bon profil, qui est recruté par les 5. La loi a précisé les conditions de son recrutement, les qualités, les profils doivent satisfaire ce cadre qui doit être directeur général des élections. Le même que ceux qui l'accompagnent. Il y a 5 autres cadres qui sont ses proches collaborateurs, qui doivent avoir des profils précis, et on a tenu compte de ce que la loi a indiqué pour recruter l'équipe qui travaille en ce moment. De cette séance, on retient que la Commission électorale nationale autonome existe toujours et son président est celui du Conseil électoral. Le calendrier électoral sera publié par cette instance dans les prochains jours. Retour à présent sur les impressions des participants à ces assises qui ont duré 3 jours. Vous suivrez le résumé des impressions tout au long des 3 jours de la rencontre et d'échanges avec la Commission électorale nationale autonome. Je crois que c'est un chronogramme raisonnable. Et il y a pas mal de tâches qui ont été déjà exécutées par la Sénat et l'ensemble des partis politiques aussi est en train de travailler pour qu'on puisse arriver à des listes qui soient très bien pour être déposées. Il y a beaucoup de contraintes et il y a une contrainte qui est très importante, la mobilisation des femmes. Ce n'est pas simple comme on le pense, parce que nous sommes en train, mais bon, ce n'est pas vraiment simple parce qu'au départ, il y a beaucoup de volonté. Mais je ne sais pas s'il y a des concertations au niveau familial, un certain nombre de préjugés ou bien certaines considérations qui font qu'il y a certaines femmes qui étaient au départ partantes mais qui sont en train d'hésiter. Je ne dis pas que c'est beaucoup de femmes, mais c'est quand même important. Donc ça veut dire qu'il faut que vous les femmes, la pêche qui a été vraiment, qui vous est tendue, que vous puissiez vous en saisir parce que c'est vraiment une première. Parce qu'avec la discrimination positive, et avoir 24 femmes, 48 femmes, c'est-à-dire 24 titulaires, 24 suppléantes. Parce que quand il y a une femme au niveau de la deuxième liste qui s'appelle la liste exclusivement réservée aux femmes, quand vous avez une titulaire, il faut une suppléante. Les femmes aussi sont appelées à être inscrites au niveau des 85 postes et sièges qu'on appelle ordinaires. Dès mon entrée dans la salle, ce qui m'a choqué, c'est le mélange de partis vivants, partis décédés et partis agonie. Il y a beaucoup de partis qui ont signé leurs actes de décès et qui ont dit « nous n'existons plus » avec des organes habilités pour dire « nous adhérons à d'autres ». Je suis choqué de vivre parmi des cadavres. Lorsque la campagne il est interdit toute activité de propagande aux partis politiques tant que la campagne n'est pas ouverte. Mais comment est-ce que, par exemple, les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc, la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser dans la campagne en attendant qu'elle soit ouverte par le président de la Sénat. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès
aux médias du secteur public et également à tous les médias du secteur privé, aux candidats en compétition. Il y a eu des questions qui ont été posées qui ne sont pas en fait du fait de la Sénat. Hein, c'est la loi et c'est la loi qui en a décidé ainsi. Et dans l'application de la loi, elle sera éprouvée et alors des corrections seront apportées. C'est toujours l'engagement citoyen, comme nous l'avons toujours fait, ce sera de sensibiliser surtout pour la paix, hein, surtout pour la participation et l'inclusion, hein, la participation de tous, de la société civile de tous bords, pour que les élections continuent d'être au Bénin des élections où on doit s'entendre, hein, on doit se parler. Et ça a déjà commencé ici avec la Sénat. On doit se parler pour que ce qui est amélioré puisse être amélioré pour le bien de nous tous. Et vous, les médias, comme j'ai l'habitude de le dire, avez un rôle primordial à jouer. Et je crois que vous serez disposés à accompagner la société civile dans ses activités de sensibilisation et de promotion de la paix. Instant entretien à présent avec Peggy Ludovic Dagba. Peggy, bonjour. Bonjour à vous, Carole. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, avant de revenir à vous, permettez-moi de rappeler le menu, les thématiques qui seront abordées ce soir dans votre émission Point 7. La première thématique s'intitule donc comme suit: modification de la loi relative à la suspension des peines, la séparation des pouvoirs toujours respectée au Bénin. C'est bien une interrogation. Et la deuxième thématique, deuxième coup d'État au Burkina Faso, le péché de Damiba. Voilà les deux thèmes, les deux principaux thèmes qui seront abordés dans l'émission Point 7 de ce soir. Peggy Ludovic Dagba, Point 7, c'est ce soir à... C'est ce soir à partir de 18h, vous l'avez dit. Et bien sûr, une raison essentielle pour les téléspectateurs d'aller suivre ce rendez-vous, c'est quand même déjà ce deuxième sujet aussi que je suggère à l'attention des populations, en tout cas des Béninois, parce que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi cet énième coup d'État, et bien sûr en Afrique de l'Ouest, et surtout au Burkina Faso, alors qu'il y a déjà eu un premier, Paul-Henri Damiba, qui était quand même en train de se donner véritablement du mal à remettre le pays sur les rails, le côté des djihadistes qui, ma foi, ne cessent de sévir dans ce pays. Alors que ce deuxième coup d'État intervienne pour mettre l'autre entre parenthèses, eh bien, allez donc à ce rendez-vous tout à l'heure à partir de 18h pour savoir quelles sont les raisons, les contours et pourquoi pas comment comprendre ces genres de coups d'État en Afrique. Voilà qui est bien dit. Vos impressions, vos critiques ou vos analyses, vos points de vue. Le premier sujet, c'est la visite Talon aux Pays-Bas. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, cela m'inspire déjà de très bonnes impressions. Et je pense quand même que le chef de l'État, qui était un peu trop resté au pays, devrait quand même mettre le nez dehors. Non seulement pour respirer, je pense, et bien deuxièmement, quand même chercher à rapporter un peu plus d'argent pour le meilleur, pour peut-être, comment dirais-je, ces concitoyens qui commencent véritablement à se poser des questions, à crier à la fin, on va dire, ne vous en faites pas. Donc, franchement, il fallait pour le chef de l'État de sortir, d'aller quêter un peu les moyens pour revenir, parce que on a l'impression que tout ce qui a été mis en place pour pouvoir mobiliser les ressources au plan interne ont commencé par prouver un peu leurs limites, étant donné que ça ne va pas, la morosité est vraiment ambiante ici au pays. Il faut de l'argent pour insuffler quand même un peu d'oxygène, amener l'économie du pays à respirer un peu plus. C'est vrai que bon, on est en fin d'année, on va commencer à avoir les bilans par ici, par là, on va avoir des pics, on va avoir également, comment dirais-je, des croissances par-ci, par-là, mais ceci n'est pas très bien ressenti par le dernier Béninois, donc il faudra véritablement se mouiller le maillot, et le chef de l'État, je pense, a eu raison de sortir, puisque c'est lui qui a son agenda, c'est lui qui a, bien sûr, son chronogramme, son programme, pour pouvoir mobiliser les ressources publiques. Et déjà, ça fait quand même toute cette semaine qu'on en a parlé sur les médias, et l'homme a déjà réussi à engranger près de 180
millions d'euros, c'est des milliards, plus de 11 milliards de francs CFA, et bien sûr qu'il a déjà pu obtenir au travers de ces échanges. 3 accords ont quand même pu être négociés et le chef de l'État les a bouclés, les a signés et on peut dire que le Bénin est en attente de bénéficier de près de 180 millions d'euros. À quoi vont servir ces accords? En fait, il y a un qui ira dans le sens du projet, on va dire, de dotation en eau potable, de 6 localités de notre pays. Ce n'est quand même pas rien. Lorsque vous sortez, je l'ai dit déjà sur ce plateau, quand vous avez la chance de sortir un peu des encablures du sud pour aller vers le nord, c'est que vous notez véritablement les problèmes, les besoins en eau qui sont vraiment énormes. Les populations souffrent. Moi, j'ai vu des gens qui se contentaient des traces d'eau. Dans le nord, à Kobli, et j'en passe, ce n'est pas vraiment beau. Il y a d'autres qui boivent des eaux boueuses. Ça, c'est dans le département de l'Ouéné et du plateau que j'ai pu noter ça. Donc, il y a vraiment des problèmes. Et figurez-vous que le chef de l'État, à l'entame de son mandat, a bien dit qu'il va réussir un peu, comment dirais-je, ce challenge de doter les Béninois en eau, qu'il va régler ce problème en eau. C'est vrai qu'il est encore loin du compte, mais l'homme est en train de donner des coups de griffe et des coups de sabot pour pouvoir sortir l'eau de terre. Et je pense qu'on va prier qu'il puisse obtenir encore d'autres financements dans ce sens, mais également dans d'autres domaines où, comment dirais-je, la rareté et aussi les problèmes L'électricité, pourquoi pas? Parce qu'il y a des localités dans notre pays où il n'y a pas encore l'électricité. Tout à fait, vous faites très bien de le dire. Et il y a plein de programmes que le gouvernement ne cesse d'annoncer pour l'électrification rurale. Donc c'est encore aussi un domaine qui attend véritablement le chef de l'État, même si, aujourd'hui le chef de l'État est allé annoncer en Chine que le Bénin, pas en Chine, en France récemment, que le Bénin déjà va mieux l'électricité que la Chine, mais également que nous pouvons vendre de l'électricité. Mais en attendant, il y a quand même des Béninois qui sont encore sans électricité, sans lumière, qui sont dans l'obscurité tout simplement. Et il y a comme du travail à faire. Vote de la loi modificative des peines en République du Bénin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, il faut dire que désormais, c'est possible pour le chef de l'État, qui en plus de son droit de gracier des prisonniers, des détenus, peut maintenant suspendre des peines des gens qui sont en prison, des gens qui ont été... Que dire de la séparation des pouvoirs alors? Oui, Carole Olaye, vous faites bien de poser cette question parce que cela se pose véritablement, comment dirais-je, à plusieurs niveaux. C'est vrai que ce sont les particularités du système judiciaire béninois que de permettre, j'allais dire, au chef de l'État, déjà disposant de son droit de donner, de gracier des gens, de venir suspendre encore des peines. On se pose la question de savoir vraiment si ceux-là qui ont quand même été condamnés par la justice, eh bien, peuvent voir leur peine suspendue. Comment cela peut-il se passer? Comment dirais-je, est-ce que la séparation des pouvoirs a encore son sens au Bénin? C'est une grande question qu'on se pose, vu que le chef de l'État, eh bien, en arrive à suspendre les peines de quelqu'un. Quels sont les types de détenus, les types de prisonniers qui peuvent en bénéficier? Je pense que nous aurons à nous adresser aux spécialistes, ceux qui ont voté cette loi, les députés qui, donc, à l'unanimité, hier, ont voté cette loi. Et il y a beaucoup de zones d'ombre qu'il faudra nous éclairer parce que le Bénin est quand même un pays réputé phare de la démocratie en Afrique et la démocratie se repose sur le respect des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs. Si la justice va se voir quelque peu, comment dirais-je, tourner ou turlupiner dans ses fonctions, dans ses résultats, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Il va falloir vraiment qu'on nous explique vraiment de quoi cela retourne parce qu'on sait que le chef de l'État pouvait gracier
Tout à Maintenant, fait. qu'il lui en arrive À que, des par occasions exemple, précises. que des gens comme Joël Frédéric Aïbo soient en prison, C'est ça. et qui décident de les faire sortir alors que la justice a fait son travail. C'est un gros point d'interrogation. C'est un pavé que nous jetons dans la mare et nous attendons vraiment qu'on puisse nous donner des explications. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Actualité en dehors du Bénin, au Burkina Faso, la nouvelle junte au pouvoir a énoncer le nouvel acte fondamental qui fonde l'exercice de l'État en attendant l'adoption de la prochaine charte de la transition. Le mouvement patriote pour la sauvegarde et la restauration reste l'organe central de l'État et assure donc la continuité et la gestion des affaires de l'État. Il est toujours composé d'un président, le capitaine Ibrahim Traoré, de deux vice-président et enfin d'un coordonnateur et de 2 commissions. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.